il le menace devant des milliers de téléspectateurs. Des millions de téléspectateurs. À l'époque, son émission faisait devant des millions de téléspectateurs. Et c'est là où on voit qu'il a du soutien et pas des moindres. Et là où je vois qu'il ne blague pas, c'est que en faisant ce qu'il a fait dans notre dossier, en réalité, il aurait dû être inquiété parce que ce sont... il antidate un document... Et puis ce sont des aveux. Et il nettoie les mandibules, il nettoie le... Et il dit, il n'y a pas assez de matière. Or, c'était la seule pièce, c'était le seul élément qui avait été remis à la bonne date et qui se retrouve dans un rapport antidaté. Bonjour, on refait le procès, une fois n'est pas coutume. Nous avons une suite à vous offrir concernant l'affaire Eliane Kabyl, dont le fils est présent, Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Morad. Merci à toi d'avoir le courage de faire pérenniser cette émission afin qu'on connaisse davantage sur les tenants et les aboutissants de ce crime odieux qui a consisté, encore aujourd'hui, depuis 24 ans, à ne pas te dire où est le corps de ta maman. Alors, avant de commencer cette émission, puisqu'il y en aura une troisième qui parlera du trafic d'organes en général, mais ce qu'a consacré au début encore à l'affaire Kabyl, mais c'est grâce à l'affaire Kabyl, il faut le savoir, que va en France se dénouer par la suite toutes ces affaires concernant le trafic d'organes et le vol d'organes. Alors, avant de commencer cette émission, je fais un appel aux familles des victimes de l'attentat de Nice. Voilà, j'ai ici tout le dossier, où il est à constater, entendez bien, chers auditeurs, que nous vivons dans un État qui est devenu une mafia. La corruption est à tous les niveaux. Et là, qui plus est, nous sommes arrivés à un stade dans ce pays criminel où la justice, les politiques, la police se retrouvent incriminés. Je dis bien. Bien sûr, vous ne pouvez pas le savoir puisqu'on vous ment à la télévision. C'est pour ça qu'il faut l'éteindre d'ailleurs. Mais oui, ils ont osé, mon cher Thierry. Ils ont osé prélever des organes des victimes des attentats. Ils ont osé, comme dans ton affaire, et tu en es un précurseur, antidater les actes de décès. Et ça, c'est comme assez délirant. Et en plus de ça, ils ont osé rendre des organes aux familles pour ceux qui s'en sont plaints, parce qu'ils l'ont découvert après coup et à leur insu, donner des organes dont on ne sait absolument pas si ce sont réellement les organes de leurs défunts. Je rappelle que ces familles, pour la plupart d'entre elles, ont dû enterrer 2 fois leurs enfants, leurs femmes, leurs maris, leurs proches. Bravo, en tout cas, à cette justice criminogène. Et vous rendrez compte, je peux vous assurer que vous rendrez compte, parce que ça ne restera pas lettre morte. Je n'ai même pas de qualificatif. Vous appelez voyou, c'est en deçà de ce que ça pourrait réellement dire. Je recommence un point avec l'émission sur Thierry Kabyl que je n'ai pas évoqué la dernière fois. J'avais fait état que son affaire était connue à travers le monde entier. Il faut savoir que pour ma part, j'ai eu à connaître son affaire via des amis aux États-Unis qui avaient cet ouvrage. L'ouvrage qui s'appelle « Marchandiser la vie humaine » de Maria Poumier. C'est un livre collectif avec Armada, Charib, notre ami Lucien Cerise, Francis Cousin, Françoise Petit-Demange, Sébastien Renaud. C'est un livre qui date de décembre 2015. Et c'est quand même incroyable, c'est que mes amis américains, dans les services américains, ont eu la délicatesse de me fournir ce livre où il m'avait bien spécifié qu'à la page 167, dans le cas de la France, de la GPA et les trafics d'organes, il était révélé une seule affaire, la tienne, où il est noté, il s'agit de l'histoire d'Eliane Kabyl. C'est hallucinant, vous voyez, chers auditeurs. Il n'y a qu'en France où on manque
apparemment. Donc ça, je vous l'ai présenté la dernière fois, un livre à vous procurer absolument. On remettra en ligne le mail de Thierry Kabil, mail qui pourra aussi servir aux familles des victimes qui voudront être présentes des attentats de Nice à la prochaine émission. N'hésitez surtout pas, vos témoignages sont précieux, car effectivement, ces criminels qui sont aujourd'hui au pouvoir en France, qui se cooptent dans les postes stratégiques et dans la justice, et dans la politique, et dans la police, doivent absolument rendre des comptes à tous les Français. Parce que si encore il faut faire des différences entre les victimes, ça serait quand même assez terrifiant. Bon. Et puis j'ai découvert, grâce à mes amis des BRICS et mes amis russes, que lors du colloque qui a été organisé, parce que j'aurais fait tas de ton affaire, pour la Banque mondiale et le FMI du 16 avril au 22 avril 2018, dans le magazine Hommes au pluriel d'Afrique que je vous présente ici. Non mais là j'ai halluciné. Il y a carrément 2 pages qui ont été remises à tous les représentants de tous ces pays-là présents à Washington. Y compris Poutine. Y compris Poutine, effectivement. Donc on se rappelle que dans la première émission, tu nous as évoqué que un homme influent russe t'avait permis de pouvoir faire une conférence en Italie. On a fait une conférence à Madrid. À Madrid, et tu devais en faire aussi une autre en Italie. En Italie, grâce à lui, mais à cause du Covid, ça ne s'est pas fait. J'adresse un immense salut à nos amis antillais qui ont largement couvert ton affaire. Le Courrier de la Guadeloupe. Alors, je rappelle quand même que ta maman est... Et je crois que ta maman est née au Maroc. Elle est née au Maroc. Ouais, elle est née à Rabat. À Rabat, et elle n'est pas du tout marocaine. Elle était issue de ces familles qui, dans le cadre de la coopération, travaillaient sur place. Et c'est assez fascinant parce que le Courrier de la Guadeloupe a fait un super travail. Et c'est en les lisant, d'ailleurs, que j'ai découvert que pendant ton affaire, la France, notre pays, la France, donneuse de leçons, refusait de ratifier la Convention internationale contre le trafic d'organes humains. C'est quand même assez surprenant, ça voulait dire que déjà à l'époque, ils couvraient au plus haut niveau leurs amis. Et puis nos amis de France Antilles, mortes 2 fois, autopsiées 3 fois, pareil, qui ont fait un travail d'enquête exceptionnel. Vraiment, je salue très fort nos amis antillais. J'ai eu la chance d'être en contact il y a peu avec certains d'entre eux qui se félicitaient que Nexus reprenait l'affaire Kabil. Alors Thierry, maintenant, voilà, tu vas dérouler ton affaire. Nous sommes arrivés à la 2e, c'est l'objet de cette émission, qui va durer 1 heure. Il y en aura une 3e, où j'espère que tu seras présent avec des familles des victimes des attentats de Nice. On arrive à la 2e exhumation, puisque celle qu'on a évoquée la dernière fois, c'était celle du 30 juin 2003. Et puis vous obtenez, vous, la famille, une 2e exhumation qui a lieu le 20 juin 2007. Nous t'écoutons. Oui. Alors, déjà, enfin, je vais essayer de dire le maximum de choses, parce que c'est vrai que par rapport au temps qui est relativement court, mais je sais que beaucoup de téléspectateurs sont très intéressés à ce dossier. J'ai lu un bon nombre de commentaires, et donc j'ai vu que ça suscitait un intérêt important, et c'est pour moi tout à fait normal, puisque nos morts, c'est quelque chose que ça nous touche énormément, et on le voit quand, à la fête de la Toussaint, je vois toutes ces tombes qui fleurissent, et c'est vrai que malheureusement, en tout cas pour ma part, je fais partie de ceux qui ne peuvent pas fleurir cette tombe, puisque plus rien dans cette partie qui était censée être la nôtre nous appartient. Et donc c'est la partie extrêmement triste, c'est la motivation également de mon combat, parce que j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et aujourd'hui je suis dans l'incapacité de dire où est enterrée ma maman et où est enterré mon frère à ce jour. Et donc c'est toute la motivation de mon combat, et c'est également, je pense, une grande partie également de l'intérêt que chacun porte à ce dossier, parce qu'il a plusieurs facettes. Il a ce côté macabre, ce côté inhumain, puisque on est quand même en capacité, dans un pays dit des droits de l'homme,
être en mesure de pouvoir fleurir sa tombe. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous est complètement interdit. Moi, la plupart des commentaires que j'ai reçus, si j'avais à les concentrer en une phrase, les gens étaient terrifiés, car suite à ton affaire, ils se posent la question de savoir s'il y a réellement leurs défunts dans les tombes qui leur sont décernées. C'est parce que ton affaire est quand même confondante d'un crime organisé au plus haut sommet de l'État. Et ce qui est triste, et vraiment, c'est vrai que c'est au plus haut sommet de l'État, puisque quand il y a eu, parce que tu parlais des attentats, et donc et effectivement, moi j'invite toutes les familles à venir s'exprimer sur ce plateau, avec nous, de venir en tout cas. Nexus les invite. En tout cas, vous avez donc une invitation, au moins pour que vous soyez entendus, et que vous sortez de cette humiliation que je connais malheureusement et que je partage profondément. Non seulement ces familles ont vécu une situation extrêmement douloureuse, mais ce qui est encore plus douloureux, c'est quand on vous humilie, c'est quand on vous rabaisse au plus bas niveau, parce que je pense à cette maman qui a donc rassemblé toutes ces familles autour du trafic d'organes et qui avait des doutes très importants, puisqu'effectivement, elle avait donc un acte de décès qui n'était pas à la date du décès de sa fille, et c'est là où commence son drame. Et elle découvre que, au surplus, pour alourdir sa douleur, elle découvre qu'ils ont prélevé sur sa fille. Et donc, elle rassemble des familles, parce que toute seule dans un combat comme ça, c'est très, très difficile, et il faut être un peu plus nombreux pour pouvoir avancer. Et ce qui se passe, qui est très, très fort, c'est que cette personne, ils ont donc prélevé des organes, et noté des os, et quand elle a eu un doute, elle a demandé donc la restitution qui lui ont été remis, et là, ils lui disent, parce que comme elle voulait faire un test ADN, que les prélèvements, on ne peut pas les lire, ils sont restés trop longtemps dans le formol. L'os qu'elle a envoyé au laboratoire, on dit entre-temps, nous l'avons perdu. C'est-à-dire que finalement... Elle l'a envoyé. Oui, mais c'est parti. En tout cas, ça a été donc transmis. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de se dire que, comme pour ne pas lui répondre que les organes qu'on lui a donnés ne sont pas ceux de sa fille, eh ben, on lui répond de façon masquée en disant « on a tout perdu, on peut pas lire ». Justement, on revient à ton cas précis, puisque... Comme je dis, ton affaire amène toutes les autres affaires. Raconte-nous un peu ce qui se passe, parce que tu m'as dit tout à l'heure hors antenne que tu as deux, trois points sur lesquels tu voulais revenir concernant la première émission. En l'occurrence, l'expertise du docteur Durigon, puisqu'il va faire la première autopsie auquel vous participez derrière une vitre. Et là, tu vas être atterré de constater quelque chose, puisque ce même expert va être entendu dans l'émission Sans aucun doute, où Julien Courbet, que je salue, franchement, a eu vraiment le courage, on peut dire le courage, ainsi que le docteur Courtois, de t'inviter, toi et ta tante. Oui. On remettra encore des extraits. Peut-on mourir d'un cancer généralisé aussi foudroyant sans qu'il n'y ait eu le moindre symptôme quelques mois auparavant? Au risque de vous étonner, de vous décevoir, j'ai étudié le dossier et c'est la première fois que j'ai pas compris grand-chose. Parce qu'à chaque page, on a des renseignements qui sont contredits la page suivante. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de cette expertise? Lors de cette expertise, ce qui se passe avec le docteur Durigon, et c'est vrai que, bon, encore une fois, c'est des choses qui sont très douloureuses, parce que nous également, nous avions un doute très fort sur le contenu de ce cercueil. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Parce qu'on avait donc décidé de participer à cette autopsie. On est venu avec le dentier de notre maman. Voilà, alors. La raison du dentier, c'est qu'on a 3 façons d'identifier un cadavre. On a l'empreinte génétique, nous avons l'empreinte dentaire, et nous avons donc ce qu'on appelle donc l'ADN. Et normalement, nous, on s'attendait, après 2 ans et demi, d'avoir donc un squelette. Parce que vous avez donc ce qu'on appelle des escouades, ce qui permet donc de faire la datation d'un mort. C'est donc des insectes qui évoluent en 8 groupes. Et c'est ce qui va permettre donc de faire cette datation. Et ces insectes qui vont évoluer en 8 groupes, c'est eux qui vont donc décomposer donc le corps, qui vont donc participer à cette décomposition. Et logiquement, après 2 ans et demi, on aurait dû retrouver donc des os. Ce qui n'a pas été le cas malheureusement.
on est tombé sur une scène d'horreur. Mais ça, tu l'as très bien expliqué. Et c'est la raison, oui, mais c'est pour ça, donc, même en l'ayant bien expliqué, je préfère toujours répéter les choses pour que les gens comprennent bien. Mais tu as un élément nouveau à nous et apporter. donc, dans cet élément, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a écarté donc, qu'on s'appelle la pièce la plus importante du dossier. C'était donc le dentier qui avait été remis à une date précise, c'est le 1er juillet. Or, qu'est-ce qu'on constate quand le rapport est remis? C'est que le rapport est daté du 30, c'est-à-dire un jour avant. Donc, il antidate le rapport. Il antidate le rapport. Et à la suite de ça, on le verra dans l'extrait de l'émission, il ose menacer Julien Courbet. Directement Julien Courbet, en prétendant qu'il a quand même des relations dans la chancellerie. Ouais. Enfin, c'est quand même assez troublant. Enfin, ça donne des sueurs froides. Et un point qui est important avant d'avoir antidaté, puisque comme vous êtes présent, je me mets à la place d'auditeur, parce que je peux comprendre que l'affaire est tellement dense. Qu'est-ce qu'il nettoie alors qu'il ne devrait pas le nettoyer? Comme dans les attentats, il nettoie donc les mandibules, parce que donc on demande d'extraire les mâchoires pour pouvoir placer le dentier et voir si c'est le bon. Donc tout de suite, il nettoie les mandibules, et ça on le voit après, il y a marqué les mandibules nettoyées. Ainsi que le dentier d'ailleurs. Ainsi que le dentier. Et il dit donc il n'y a pas assez de matière pour lire l'ADN. Donc il a écarté les pièces. Mais c'est là où on voit qu'il ne blague pas quand il dit qu'il est en relation avec la chancellerie, en menaçant Julien Courbet, en disant je suis, et en pleine antenne. C'est pas quelque chose. On mettra l'extrait. Voilà, et on mettra l'extrait. Le médecin légiste va se montrer soudainement moins coopératif. Vous attaquez, donc je vais vous attaquer, faites attention, j'en ai parlé parce que j'ai appelé la justice quand même. Je vous attaque en diffamation. Nous vous attaquons en diffamation. La juge d'instruction vous attaque en diffamation immédiatement. Vous le dites à Julien Machin, là, je ne sais pas comment il s'appelle, Courbet, vous lui dites qu'il sera attaqué dans les minutes en diffamation. La chancellerie est au courant également, j'ai appelé la chancellerie. Il le menace devant des milliers de téléspectateurs. Des millions de téléspectateurs. À l'époque, son émission faisait devant des millions de téléspectateurs. Et c'est là où on voit qu'il a du soutien et pas des moindres. Et là où je vois qu'il ne blague pas, c'est que en faisant ce qu'il a fait dans notre dossier, en réalité, il aurait dû être inquiété parce que ce sont... il antidate un document... Et puis ce sont des aveux. Et il nettoie les mandibules, il nettoie le dentier, et il dit il n'y a pas assez de matière. Or, c'était la seule pièce, c'était le seul élément qui avait été remis à la bonne date et qui se retrouve dans un rapport antidaté. Et ça, c'était d'une gravité à un niveau où n'importe qui aurait procédé de cette façon, il aurait été inquiété devant la justice. Mais c'est là où on se demande... une altération de la vérité, c'est très grave. Voilà, et c'est là où on se demande où est la justice, de quel côté elle est. Et on va en parler. Quand on voit la suite, d'ailleurs, pour Julien Courbet, il n'a pas blagué, parce que l'émission, sans aucun doute, elle n'existe plus. Quasiment plus. Elle n'existe plus parce que nous pensons, en tout cas, elle s'est éteinte peu de temps après le passage de cette affaire qui s'appelle l'affaire Eliane Kabyl. Avec nous savons, parce qu'il y avait des gens qui avaient des rushs, des parties. Parce que vous savez, une émission qui dure 45 minutes, il faut pratiquement 6 heures d'enregistrement. Et les gens qui avaient donc des éléments extrêmement précieux, avec des choses gravissimes qui avaient été enregistrées, qui sont encore dans ma mémoire, notamment sur le contenu, sur des photos où on parle d'enfants. Oui, mais ça, on va y revenir. Voilà, mais c'était important parce que oui, mais on va y revenir. C'est très important. On va y revenir parce qu'on a quand même, on s'est quand même vu avant. On établit une chronologie pour essayer de rester dans les temps. Tu voulais absolument rappeler et ça, je pense que c'est un élément extrêmement important que doivent connaître nos auditeurs, parce que je veux dire pourquoi. Je veux dire pourquoi à nos auditeurs, c'est que il y a ici un travail remarquable qui a été fait par la famille Kabyl, parce qu'il faut beaucoup de courage pour faire tout ça, qui est un tableau de concordance des expertises d'Eliane Kabyl. Okay, et là, effectivement, vous avez repris 4 rapports de 4 médecins qui sont vraiment des spécialistes dans leur métier respectif par rapport aux défunts. Et tous arrivent à la conclusion, alors je les cite, Jean-Louis Bringré, qui était quand même une sommité sur le droit funéraire, qui est mort peu de temps après avoir fait son travail dans le cadre des attentats du Bataclan. Voilà, j'en dis pas plus. Jacques Reverberi, qui a fait un travail remarquable. Urbachtel et Bessas Guillaume.
Urbachtel, son prénom, c'est Michel. Michel. Les 4 disent et relèvent toutes les incohérences. 4 rapports d'expertise, quand même, qui sont remis à la justice, dont certains ont été faits à la demande de la justice, et cette même justice qui n'en tient pas compte. Qui ne tient pas compte. Parce que quasiment pas compte. Et là, on parle sur la multiplication des actes de décès, les dysfonctionnements et les erreurs d'identification, enfin, tous, comment on appelle ça, l'état de santé, la réalité du décès, tous, eux, en tout cas, les 4 spécialistes sont unanimes quasiment sur les constats révélés. Et puis, les dégénérés de la justice, les dégénérés de la police vont dire complètement autre chose que 4 experts. Alors là, franchement, je me suis dit, mais c'est quoi cette mafia, quoi ? C'est quoi ces criminels ? Parce que ce que doivent, et on le répétera jamais assez aux auditeurs, ces gens sont payés avec votre argent. La confiance qu'on leur octroie, elle va très loin, puisque c'est une confiance dans la mesure où on les finance. Alors, moi... C'est sur les experts qui serait intéressant, là, parce que... On va revenir dessus, mais parce que tu voulais insister sur 2 points, tu as insisté là-dessus. Bon. Parce que les experts, c'est quand même important de dire... On va revenir là-dessus. D'accord. Tu voulais dire quoi ? On va non, dire après, de toute façon. Oui, parce que sur les experts, ce qui était important, d'abord, c'est Maître Dominique Kounkou qui a demandé donc, de faire ce tableau. Ce tableau, il a été fait vraiment parce que c'était pour mettre en évidence quelque chose d'important. C'est sur le fait que tous les experts étaient unanimes sur le fait que notre maman avait été autopsiée le 16 février 2001. Oui, c'est vrai. C'est un des rapports, c'est un des points les plus importants que ces experts mettent en avant. Et vrai. Pourquoi il est important, ce point ? C'est parce que le 16 février 2001, il se trouve que les corps, je dis bien les corps, et nous avons donc un rapport d'un expert, pas des moindres, qui s'appelle Jean-Luc Bringuier, le seul qui a donc dénoué cette affaire du Bataclan. Il dit que 2 corps se déplacent le 19 février 2001 pour une autopsie. Et l'autopsie, qu'on m'explique qui a été autopsié à cette date-là, sachant que l'autopsie a eu lieu, et les experts sont unanimes, le 16 février 2001. Tout à fait. Donc, je ne vois pas comment on peut remonter le temps. Et c'est là où je dis vraiment qu'il y a un problème, soit psychiatrique, soit il y a vraiment des intérêts qui dépassent l'entendement, parce qu'aucune personne sensée peut dire qu'on peut remonter le temps. Donc, ils ont bien lu ce document, et j'insiste vraiment sur cette partie-là, parce que c'est la partie pour moi la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, on va donc parler, on a fait donc 3 émissions pour montrer la quantité d'invraisemblables, des choses incohérentes qu'il y a dans ce dossier. Et pour moi, celle qui met un terme à tout, c'est celle-là. Et c'est pour ça que Maître Dominique Kounkou, qui malheureusement, parce qu'il a tenu tête, parce qu'il n'a jamais baissé les bras dans ce dossier, on lui a enlevé sa robe. Et ça, c'est un des avocats où je dirais vraiment le plus grand bien, le plus grand respect. Et pour moi, c'est une icône dans le domaine de la justice, parce qu'il a sacrifié sa robe pour la vérité. Et ça, il y a très peu. Et ils sont exceptionnels, ces avocats qui sont capables de ça. Bah, c'est d'une rareté incroyable, j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, comme disait Coluche, il y a l'avocat qui connaît le droit, il y a l'avocat qui connaît le juge. J'en sais quelque chose. Fameux épisode de Géraldine Charles et Sénica Darbourfour qui se retrouvaient après des liens professionnels à rendre des jugements bizarrement très favorables à cette dernière avocate. Mais c'est un sport national, cette puanteur, cette crasse qui existe au sein de nos tribunaux révèle quand même une défiance partagée aujourd'hui par tous les Français, unanimement. Mais on va revenir au rapport d'expertise, puisque dans les rapports d'expertise, qui est quand même assez délirant. Et là, on parle de rapport d'expertise. C'est pas la voix de Thierry Cabil ou de sa famille. Bon. Il y a aussi le fait que les conclusions, elles sont unanimes. Ils parlent tous de 2 corps. Il y a un corps avec des ovaires et un corps sans des ovaires. Donc, effectivement, il y a 2 corps qui ne sont pas identiques et dont on ne peut pas dire que c'est le corps de ta maman, même à chaque fois. Bon. Tu avais évoqué lors de la première émission l'histoire qu'on ait aussi 2 corps, mais 2 dentitions.
Un partiellement édenté, l'autre totalement édenté. Les dates de certificat de décès, mais tu en as largement parlé à la première édition, et surtout l'identité des corps. Mais on rappelle, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des jugements derrière, que l'expert Rivera-Berry va quand même notifier noir sur blanc qu'il n'a ni le corps, ni le dossier médical, ni l'ADN. Tout à fait. Mais en plus, cette partie là où elle est grave, et je pense que c'est là où tu veux revenir, là où elle est quand même très grave, c'est que c'était tellement aberrant que on a pris la délicatesse d'écrire, et à l'époque c'était donc l'avocat qui était en charge de ce dossier, s'appelait Maître Gilbert Collard, il a pris soin d'écrire à ce juge pour lui demander le rapport d'ADN. J'y reviendrai, parce que ça, c'est carrément la conclusion de la fin de notre émission. Mais c'est quand même, ça fait partie. Ça fait partie. Ça fait partie parce que... On va en reparler, parce que là, nos éditeurs sont un peu perdus, dans le sens où tu dois nous expliquer la deuxième exhumation qui a lieu le 20 juin 2007. Et effectivement, en conclusion, nous parlerons de l'investissement de ce deuxième avocat que tu as eu, parce que tu en as eu plusieurs, que Gilbert Collard, qui pour le coup, j'ai eu à lire... ces démarches qu'il a opérées dans le droit de votre défense, qui sont remarquables. Il a dû tomber des nues, et il est tombé des nues en voyant comment cette juge a procédé. Mais on va y revenir, justement. Oui, mais tu vois ce qui est intéressant à dire, c'est que tu vois, on ouvre une porte, et en réalité, dans cette porte, il y a tellement d'éléments qu'il faut les dire. Et vraiment, il faut les dire, parce que ce n'est pas des éléments qu'on peut mettre de côté. Notamment parce que quand on parle de cette date du 16, il y a donc un expert qui passe sur le plateau, qui s'appelle Dominique Courtois, et qui est proche de la vérité. Mais il nous manquait. C'est pour ça que Dominique Kounkou a pris soin de faire ce rapport d'experts. Ce tableau de concordance. Le terme précis, c'est le tableau de concordance des experts. Et c'est très important parce qu'il s'est dit, c'est pas possible. Il y a tellement d'éléments que peut-être que trop d'éléments, on va dire trop de ça tue la vérité, ou je sais pas comment le dire autrement. Et donc, il s'est dit, quand il a vu Dominique Courtois, qui était proche de la vérité sans avoir des éléments clés, à savoir que 2 corps se sont déplacés le 19... Rappelle aux auditeurs que Dominique Courtois était l'avocat de l'émission Sans un coin doute. C'est le médecin, c'est plus que ça, il détient une émission. Il n'était pas avocat, il est expert médecin, donc c'est lui qui dénouait toutes les affaires, les problèmes dans les hôpitaux, les problèmes médicaux. Et lui, donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit ce qui le bloque dans ce dossier, et il le dit bien dans cette émission, ce qui le bloque, et on va essayer de mettre un extrait là-dessus, ce serait très intéressant que vous l'entendiez. Ce qui le bloque, c'est que du vivant de ma maman, elle n'a rien. Tous les examens qu'ils font, il n'y a rien. Pourquoi cette dame rentre pour la première fois à l'hôpital ? Cette dame rentre la première fois à l'hôpital car elle avait une douleur au niveau de la cheville droite et qu'elle boitait un petit peu. Donc c'était un bilan classique qui a été fait à l'hôpital. D'ailleurs, elle est restée peu de jours. On a fait des examens pour chercher une phlébite, on n'a rien trouvé, et simplement on a trouvé une formule sanguine un petit peu modifiée, une légère anémie, et on lui a proposé, si j'ai bien compris, de revenir ultérieurement pour faire un bilan complet. Et c'est là où l'avocat, lui, est surpris, parce qu'il écoute bien cette expertise, cet expert, et contrairement à la justice qui fait abstraction, on dit, bon voilà, les légitimes, on les écoute pas. C'est une justice complice et criminelle dans ton affaire. Mais c'est important, donc il écoute donc cet expert, et il dit... Mais quand même, il se rapproche de la vérité parce que il dit du vivant d'Eliane Kabyl, on ne voit rien. Par contre, il dit ce qui me dérange, c'est que c'est uniquement au moment où elle meurt qu'on découvre toutes les maladies du monde. Et c'est là où vraiment où je tiens à revenir sur ces 2 corps qui se déplacent et l'autopsie du 16, c'est tout simplement parce que ça n'était pas elle. C'est pas elle qui a été autopsiée. Elle était toute la preuve est là pour dire qu'elle était à l'hôpital. Et le 16, ce corps-là, on ne le connaît pas. Et c'est là où on rebondit encore sur le capitaine de police, qui, je rappelle, ne peut faire un certificat de décès que et uniquement que sur une personne qu'on trouve dans la rue, qu'on trouve je ne sais où. Or, maman est morte à l'hôpital. Et c'est la raison pour laquelle, et ça t'avait marqué, je me rappelle, puisque dans son rapport, tu l'as lu et tu as souligné, c'est qu'elle dit qu'elle est morte dans la commune de Gonesse sans préciser l'endroit. Et elle ne pouvait pas le préciser parce que si elle disait l'hôpital,
tout de suite, les gens auraient compris que c'était pas à elle de le faire, parce qu'il y a un médecin en chef qui a constaté le décès, et c'était à lui de le faire, et il l'a fait. C'est pour ça qu'on se retrouve avec 2 certificats de décès, et qu'on se retrouve avec deux actes de décès. Et là où c'est grave, c'est que ces actes de décès, parce qu'il y a quand même quelque chose d'important à dire là-dessus, c'est le fait que les actes de décès, la différence qu'il y a entre un acte de naissance et le suivant, c'est qu'un acte de naissance, il va vous servir à faire votre passeport, votre carte d'identité. La raison pour laquelle on demande une validité de 3 mois, c'est parce qu'entre-temps, vous pouvez tout simplement mourir. Mais si la personne est décédée, même si mon acte de décès date de 20 ans, il sera toujours valable. Pourquoi ? Parce qu'on ne meurt qu'une seule fois. Il se trouve que moi, je me retrouve avec 2 actes de décès, avec des dates de décès différentes. Quand je vais devant le notaire, je présente lequel ? Oui, parce que tu m'as expliqué tout ça, ce qui enclenche d'ailleurs. Je présente lequel. Nos auditeurs, et c'est donc la raison pour laquelle dans l'Y, ils expliquent bien que c'est un trouble à l'ordre public. Et donc, c'est la raison pour laquelle le juge doit trancher là-dedans. Moi, aujourd'hui, dans l'héritage de ma maman, tout est bloqué parce que on ne sait pas quel acte choisir. Toute ta famille. On ne sait pas quel acte choisir. Donc, c'est pas seulement qu'on nous enlève la tombe, on nous enlève cette possibilité de fleurir la tombe, on nous enlève cette possibilité de prendre cet héritage, on est bloqué à tous les niveaux. Et la réponse de la juge, je la réitère à tous ceux qui nous écoutent, à cette criminelle en robe noire, vraiment, c'est un déchet organique, cette personne. Puisqu'elle va vous condamner, alors que vous recherchez la vérité, à une des plus grosses amendes civiles rarement dressées en France, à toi et à tous les membres de votre famille, à 15 000 € d'amende. Et on va y revenir après, tellement on a un dégoût profond pour cette personne qui était un véritable déchet humain, si on peut encore associer à l'humanité. On peut garder déchet tout court. Je suis fou de rage de voir ce qu'elle a osé faire, se servir de son statut de juge alors qu'elle est payée par les contribuables français, à tricher, à magouiller et vous empêcher à rechercher la vérité. Mais je reviendrai sur ce point de droit. Il y a un élément qui est très important. Il faut vraiment qu'on a dans la suite. Parce qu'effectivement, sur le plan administratif, trouble à l'ordre public du fait que vous vous retrouvez sans pouvoir rien faire sur le plan administratif par rapport à la suite de ce décès malheureux et criminel. Je rappelle aux éditeurs que depuis 24 ans, Thierry et sa famille ne savent pas où est le corps, c'est pas où sont enterrés, où est le corps de sa maman et de son frère. Parce que c'est le caveau familial qui a été profané par ces criminels. Il y a juste 2 éléments que Thierry voulait rajouter parce que je les ai notés par rapport à la première émission, mais il faut faire très court et très vite parce que là, on est dans la 2e demi-heure, il faut se consacrer vraiment à l'autopsie. Il y a 2 éléments que tu voulais rajouter par rapport à l'hôpital de Gonesse où était ta maman. Moi, j'estime que tu as raison de revenir là-dessus pour apporter cet élément à nos auditeurs. Tu m'as évoqué hors antenne qu'il y avait des choses assez troublantes concernant les enfants qui naissaient à la maternité de cet hôpital. Parce que c'est normal qu'on se penche un petit peu sur... Il y a des gens qui sont venus vers toi suite à ton émission. Donc, du coup, il y a eu comme une sorte de relais, des gens perdus, à qui n'avaient plus aucun droit par rapport à des crimes qu'ils ont subis de la part de ce pouvoir judiciaire, politique et policier. Je le dis clairement, parce que les gens doivent l'entendre. Donc, ils sont venus vers toi et t'ont fait part de leur détresse, mais raconte-nous, c'est quand même ce qui s'est passé, quoi. Alors déjà, c'est vrai que cette détresse, j'y ai le droit et je la comprends amplement. Aujourd'hui, je suis bien placé pour comprendre cette détresse. Et ce qui s'est passé, alors déjà, dans cet hôpital, pourquoi donc on est venu à découvrir que des enfants avaient disparu. J'ai 2 cas bien précis. Oui, d'ailleurs, on ouvre encore une fois le mail de Thierry peut permettre à une de ces 2 mamans, ou à ces 2 mamans, en tout cas c'est des témoins directs, ou d'autres mamans, de venir témoigner à Nexis. Alors, si elles acceptent de venir et que dans la 3e émission, on puisse avoir des victimes, des familles des victimes des attentats, on pourrait prolonger
notre échange avec une autre émission. Et là, les mamans dont les enfants, vas-y, dis-le, ont été littéralement... Ils ont disparu. Il n'y a pas d'autre terme, parce que le Ils ont premier disparu, cas... mais dis à quel moment? Après l'accouchement. Merci. C'est donc la première maman, c'était une femme kabyle. Donc je tairai donc le nom de famille. Française. Française. Alors à l'époque, elle parlait pas très bien français. Mais qu'importe. Mais mais française. elle était française, bien sûr. Elle était française. Mais il se trouve que quand elle a accouché de son petit garçon, il y a à peu près 50 ans de ça, quand elle a accouché de son petit garçon, elle avait donc l'enfant, on l'a posé sur son ventre, l'enfant a pleuré comme tous les enfants, et puis donc on lui a coupé le cordon ombilical, on l'a emmené pour le nettoyer dans une autre pièce, et elle attendait sagement. Au bout d'1 heure, 2 heures, elle voit toujours pas son enfant, elle s'impatiente, et elle interpelle une des personnes en lui disant « Madame, est-ce que je peux avoir mon enfant ?» Et on lui dit « Mais il est mort, madame, votre enfant. » Et des années plus tard, parce que lorsque j'ai fait donc différentes émissions pour dire ce qui se passait dans cet hôpital, une de ses filles m'a appelé pour me dire « Monsieur Kabyle, voilà l'histoire de ma maman, et aujourd'hui, jusqu'à ce jour, c'est une plaie qui ne s'est pas refermée parce qu'elle pense que son garçon est vivant. Parce qu'elle l'a vu vivant, on ne lui a jamais montré, elle n'a jamais fait d'enterrement. Mais ce qui l'a marqué profondément, c'est qu'aujourd'hui, elle comprend l'administration française et elle s'étonne du fait que son enfant est né, puisqu'elle en est témoin. Elle n'a pas pu l'enterrer, donc pour elle, il est vivant. Mais elle dit, mais si il est né, puisqu'il est né et j'en suis témoin, sur mon livret de famille, il aurait dû avoir marqué « né tel jour et mort tel jour ». Or, tout ça est absent. Et c'est ça qui est gravissime. C'est là la gravité, mais absolue de ce dossier. Si il avait été tout seul, ce dossier, il n'est pas unique, c'est pas un cas isolé. Parce qu'il n'y a pas si longtemps de ça. Une autre maman française. Une autre maman française d'origine guinéenne. Accouche dans cet hôpital. Mais on pourra probablement retrouver des femmes françaises qui n'ont pas forcément une origine parce c'est le secteur qui veut ça. Attention, voilà, le secteur fait que il y a géographiquement effectivement habitent dans les environs, et il y a une population des gens qui ont des origines favorables et des Français pour leur commerce, issus des classes populaires. Et c'est une population favorable pour le commerce parce que c'est également ces mêmes personnes. C'est pour ça que je me suis permis, dans mon livre, quand j'ai dit en page 201 et que j'ai écrit à M. Hollande, président à l'époque, de dire est-ce que les médecins ont reçu l'autorisation de faire leur marché macabre sur les victimes, j'ai eu raison. Aujourd'hui, le dossier que tu as sur les attentats de Nice et la façon dont ils sont s'agit de façon ignoble, j'ai eu raison de mes propos. C'est vrai que quand tu t'es penché dessus, que tu l'as lu, ça fait forcément, je le sens, très écho par rapport à ton affaire. Voilà. Vas-y sur l'autre maman française. La deuxième maman d'origine guinéenne. J'insiste sur le fait, et c'est très important. Oui. Nexus face au crime. Parce qu'on refait le procès. On fait le crime. Il n'y a pas d'origine. J'entends qu'elle peut être d'origine guinéenne, d'origine algérienne, d'origine auvergnate, machin. Ouais. Ça reste des personnes, des êtres vivants. Tout à fait. Je le conçois. Qui ont été victimes d'un crime odieux, comme tu l'as été, toi et toute ta famille. Pourquoi j'insiste sur ce point? C'est très important. C'est qu'on a affaire à des criminels au plus haut sommet de l'État qui, eux, jouent de nos différences. Oui, je sais bien. Jouent de nos différences. Tu as affaire, toi-même, à des racistes de la pire espèce, puisqu'aujourd'hui, ils sont dans nos institutions. Le français qu'on côtoie tous les jours, toi et moi, il n'est pas raciste. Il est comme nous, victime de cette... Non mais, je sais comment tu raisonnes, Thierry. Et on va tous les deux dans ce même sens. Mais je veux que, justement, dans le cadre de notre émission, on reste dans ce contexte où ce sont des Français qui vivent des crimes en France et ce sont des institutionnels payés avec l'argent des Français, des magistrats en l'occurrence, des capitaines de police, il y en a même eu un de ses collègues qui lui aussi est capitaine, va jouer un rôle macabre dans ton affaire, et des politiques, puisque tu as cité plusieurs noms, et on pourrait parler des élus de Gonesse qui, dans ton affaire, ont cherché d'ailleurs à te causer beaucoup de problèmes. Ils rendront compte et ils rendront gorge, parce que si on refait le procès, c'est que pour que le maximum de Français soient au courant de ton affaire. Donc, cette seconde femme
qui va accoucher à Gonesse, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Ce qui lui arrive, c'est qu'elle accouche, pareil, alors je ne sais pas si c'était une petite fille, un petit garçon, elle accouche de son enfant, et quand elle accouche, l'enfant pleure, on lui coupe le cordon, on lui enlève l'enfant, et puis là, elle demande, quelques heures plus tard, comme cette dame, où est-ce que je peux avoir mon petit bébé? On lui dit, mais madame, il est mort. Elle dit, comment ça? Elle dit, mais moi, je veux voir mon bébé. Et là, ils lui disent non. Par contre, à la différence de la première dame, elle fait un scandale, elle retourne l'hôpital, elle dit, je ne quitterai pas l'hôpital sans mon enfant. Vous me dites qu'il est mort, je veux le voir, je veux l'enterrer. Il dit, c'est pas possible. Elle dit, vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez, je veux voir mon enfant. Et finalement, l'hôpital a tenu tête avec les forces qui lui sont appropriées. Ils ont donc expulsé cette dame comme une malpropre de l'hôpital et son enfant, elle ne l'a jamais vu jusqu'à ce jour. Je n'ai pas eu de nouvelles, en tout cas la concernant, disant qu'elle a récupéré son enfant. Et j'ose imaginer que ce n'est pas un cas isolé et c'est pour ça que donc ici sur le plateau Nexus, on ouvre les portes à toutes ces mamans, à toutes ces familles pour qu'elles puissent se faire entendre. Parce que finalement, ce qu'il y a de terrible dans ces souffrances, c'est que on se retrouve, et je connais bien ce problème malheureusement. Aujourd'hui, donc, il est un peu différent puisque j'ai cette possibilité de me faire entendre dans ma souffrance. Et il n'y a rien de pire que de souffrir en silence. C'est-à-dire que si on n'a pas les médias pour pouvoir s'exprimer sur ces souffrances, sensibiliser les gens sur des causes qui nous touchent en réalité tous, parce qu'aucune injustice ne peut avoir place dans cette société, d'autant plus une société qui se dit être société des droits de l'homme, le pays des droits de l'homme. Non, puis tous ces gens sont payés avec l'argent des Français pour assurer le respect des lois et des réglementations. Ils n'ont aucune raison normalement de tricher, mais ils font que ça. Et il y a de plus en plus de Français qui n'en peuvent plus parce que je tenais vraiment à te remercier publiquement, Thierry, parce que, tu vois, grâce à toi, j'ai eu à connaître des autres affaires extrêmement criminelles, mais je vais rappeler à nos auditeurs une chose très précise. À la télévision, vous voyez ce qu'on appelle des journalistes police-justice. J'ai du respect pour eux. Mais dans toutes les affaires que j'ai reprises, qui ont été évoquées publiquement, toi en tout cas, ça a été extrêmement respecté à l'international, mais en France, ton affaire, on trouve pratiquement plus de traces sur Internet. Alors qu'il y avait beaucoup de dossiers. Ils ont tout effacé. Ça, on l'a constaté. Mais les journalistes police-justice, dans toutes les affaires que j'ai eu à traiter, l'affaire Gibault, la tienne, Martine Donnette et Claude Diot, l'affaire... toutes ces affaires, parce que j'en prépare d'autres là, toutes ces affaires, les journalistes police-justice n'ont pas fait le boulot. Ils se sont contentés des procès-verbales dressés, des jugements iniques, arbitraires, parce qu'on la voit la vérité, regarde-là. On la voit la vérité, les rapports d'experts, ils sont là. Donc les journalistes justice, police, vous prenez beaucoup d'argent à travers vos médias respectifs, parce que vous êtes très bien payés, travaillez un minimum, quoi. Dites aux Français autre chose, parce que si vous avez des arrangements avec des juges criminels qui vous donnent les PV avant tout le monde, ou éventuellement les jugements qu'ils vont dresser avant tout le monde, et puis à la fin, vous arrivez sur les plateaux pour dire l'affaire Kabylie, c'est ci, l'affaire Gibault, c'est ça, l'affaire Diot-Donnette, c'est ça, vous êtes complice de crime. Encore une fois, jouez votre rôle de média. Les Français, ils ont besoin de connaître la vérité. Voilà, il n'y a pas 20 000 chemins. Parce que dans ton affaire, tu voulais revenir là-dessus, premier chapitre, et après je voudrais vraiment qu'on... Tu m'as insisté pour me rappeler qu'il y avait le président d'une association qui s'appelle Démocratie Participative, un dénommé Adama Traoré, rien à voir avec l'affaire connue qui a occupé les médias, c'est un homonyme, c'est un garçon quand même très sympa, qui prend à cœur ton affaire, réussit à avoir un rendez-vous avec le maire, demande des comptes par rapport aux aberrations qu'il découvre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vrai qu'on mettra un extrait vidéo. Ce serait intéressant, effectivement, de mettre l'extrait parce que ce qui se passe est délirant. S'il vous plaît, un maximum de partage pour la maman Kabylie, car là, aujourd'hui, ils nous ont donné une lettre qu'ils vont envoyer à tous leurs administrés, comme quoi le maire de la ville de Gonesse reconnaît l'erreur de 2 agents de la ville de Gonesse. C'est une vraie victoire.
Parce que donc il se trouve que on rentre dans un moment, on va dire, sensible dans le dossier, en tout cas pour le maire de la ville, monsieur de Gonesse, parce que donc cette personne qui est quand même connue, en tout cas des communes, pour faire des manifestations importantes, pour être tenace, il a décidé de faire une manifestation pour dénouer cette partie qui sont les actes d'état civil, et comme je l'ai dit, pas des moindres, des actes de décès, qui font aujourd'hui que même pour un héritage, on n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y a une telle confusion qu'elle n'est pas dénouée, parce que sur le livre qui a été écrit, regarde en première couverture, la façon dont ça a été annulé, l'acte, c'est annulé à la main, il y a marqué, donc on voit bien. C'est pour ça d'ailleurs que l'avocat a choisi la 4e de couverture. Dans la première couverture, il a décidé de mettre donc le registre de l'état civil, parce que pour annuler un acte, et là donc c'est dans, je vais prendre un extrait de l'IGREC, il est dit donc en article 169 que l'annulation d'un acte de l'état civil peut être poursuivie par les personnes intéressées ou lorsque l'ordre public est en jeu. C'est le cas. Et ils disent donc, je rappelle également, même pour un petit dossier qui est celui-là, d'ailleurs, je vais le montrer et on va le parler, il est là. Ah oui, c'est dingue ça. Voilà. Et donc c'est une personne juste pour un accent, un simple accent. Et l'accent, c'est un truc tout bête. Je crois que c'est. Mais remontre-le à la caméra. Voilà, il est là. Et effectivement, à cause d'une erreur d'accent sur ses prénoms entre son état civil et sa carte d'identité, on dit que c'est pas elle la maman. Une maman sera refusée par l'administration le livret de famille de son premier enfant. Tout à fait. Pour un accent. Voilà, pour un accent. C'est un accent. Voilà, donc il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire, c'est sans commentaire. C'est-à-dire que finalement, mais en même temps, attention. J'admire ta patience et ton courage, ainsi de toi et de toute ta famille, sache. Voilà, mais c'est important quand même de comprendre que, aussi excessif que ça soit, c'est-à-dire que finalement, on peut dire, mais c'est exagéré. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que, encore une fois, ce qu'il faut avoir à l'esprit, et c'est pour ça vraiment que ce terme vraiment m'est venu pour pouvoir bien expliquer vraiment ce qu'est un acte d'état civil, je l'appelle l'ADN administratif. L'ADN administratif, il y a une précision qui est d'un ordre tellement fort qu'effectivement, cette virgule, ça modifie l'ADN administratif. C'est-à-dire que ça n'est plus le même ADN. Donc, il est important de comprendre que la justice, dans ce cas-là, aussi excessif qu'il soit, ils avaient raison. Sauf que, à l'opposé, d'une façon vraiment exagérée, à un niveau qu'on n'imagine pas, je me retrouve avec des actes supprimés avec un simple coup de crayon. Et là, c'est là où ça aurait dû interpeller les ordres publics. Annulés. Mais, et puis 2 actes sur la même page, ça n'existe pas. C'est pas pour rien qu'il y a ce qu'on appelle l'IGREC, qui est donc ce qui encadre juridiquement tous les actes d'état civil. Et c'est pour ça, on va revenir sur cette partie très intéressante de Adama Traoré, qui était donc, et qui est toujours un personnage extrêmement virulent, dans le sens où il ne lâche rien quand il va dans un combat. Et pour la vérité, c'est tout à son honneur. Et c'est tout à son honneur. Donc, et quand ils ont vu ce personnage se pointer donc, à la mairie et qu'il allait faire une manifestation, le maire a tout de suite dit « Ne faites pas de manifestation, venez me voir, on va vous recevoir ». Alors il a été reçu comme jamais, il a été reçu avec un étonnement. Il est étonné de cet accueil, il dit « Ça c'est un accueil, ça c'est de la démocratie ». Et on lui dit, ce qu'il veut entendre d'ailleurs, parce qu'il a été briefé par mes soins, qu'effectivement, il y a une erreur dans les actes et qu'on a décelé les 2 coupables et qu'ils vont prendre parce que ce qu'ils ont fait est une faute. Et c'est là où on voit vraiment le côté vraiment manipulateur, vicieux, vraiment pervers des institutions, c'est que finalement, on éteint le feu, on laisse le temps passer en laissant croire que les choses vont aller dans le bon sens, et absolument pas. Parce que finalement, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on l'a fait venir ici, elle est là, on a fait donc appeler à la barre ce personnage pour témoigner de ce que le maire lui avait dit, à savoir qu'il y a une faute, il reconnaît une faute, et que dans cette faute, ces personnes, elles vont devoir rendre des comptes. Est-ce qu'elles ont rendu des comptes? Absolument pas, parce que ça s'est terminé de la façon suivante. Encore une fois, raconte-le aux auditeurs. C'est nous, la famille, qui avions été de nouveau condamnés pour diffamation. C'est-à-dire que les actes sont là, tout est là.
Donc, et puis, attends, il y a un témoignage, une attestation sur l'honneur de quelqu'un qui est publiquement et par attestation va dire que le maire l'a reçu, reconnaît la faute grave. Ce même maire va se permettre, après avoir calmé le jeu, par une perversité extrême. Ben, bien sûr. On sent que quand même il y a du métier derrière ces gens qui n'ont aucun sens de la parole donnée, qui n'ont aucune colonne vertébrale et qui, en fin de compte, se présentent aux élections et nous racontent tout le temps les mêmes mensonges, le même baratin, parce qu'ils ne doivent leur survie d'incompétents qu'en ayant des postes. Et là, cette immonde personne va aller avoir le culot de porter plainte contre vous pour diffamation, et cette justice criminelle aujourd'hui qui pue réellement la haine contre les Français et contre tous les Français va vous condamner pour diffamation. Pour diffamation. Vous entendez bien, chers auditeurs? C'est pour ça qu'il faut, dans On refait le procès, révéler les vérités. Vous, les journalistes police-justice, faites valoir le vrai, parce que regardez ce qui se passe pour des millions de familles françaises. Humiliés et incriminés. Alors, et en plus, cette petite parenthèse, parce que même si on l'avait dit dans la première partie, mais je le rappelle, la personne qui est à l'origine de ce logiciel, qui s'appelle Bruno Berthélémé, quand il s'est présenté dans le logiciel, quand on lui demande sur la question la plus cruciale, est-ce qu'avec son logiciel, on peut faire 2 actes d'état civil le même jour, à la même heure, à la même minute, pour 2 personnes différentes partageant le même numéro, il répond oui, c'est possible. Et c'est comme si, pour mieux comprendre, je l'explique différemment, c'est comme si je prenais donc 2 billets de 10 € et ces 2 billets de 10 € ont le même numéro de série. Forcément, un des 2 est faux. Et donc, devant ce faux qu'il déclare publiquement, il dit oui, on peut faire du faux. Le gendarme qui était dans la salle pensait qu'il allait finir sa soirée en prison. Il part libre, complètement libre. Bravo à la mafia qui est aujourd'hui au cœur du pouvoir français. Voilà. Et il faut absolument, s'il vous plaît, écoutez-moi, absolument plus faire confiance à nos institutions car elles sont gangrénées par la corruption. Elles sont surtout criminelles. Elles sont liées au trafic d'organes, liées au trafic financier. Les enfants. Liées au trafic d'enfants. Lié au trafic aussi immobilier, puisqu'on a le cas précis dans l'affaire des 418 milliards que l'État ne veut toujours pas récupérer. Bon. Et puis pour opérer tout ça, parce que ce que tu dis est vrai, mais tout ce que tu dis est vrai, mais ça ne pourrait se faire sans les médias. Et c'est pour ça que l'US Side, Trump a coupé les finances là-dessus, parce qu'on a vu que beaucoup de médias étaient financés par ce système et que le rôle qu'ils ont, c'est de laver nos cerveaux. C'est-à-dire que finalement, si nous étions plus réveillés, plus réactifs, plus éveillés, plus actifs intellectuellement, c'est des choses qui ne passeraient absolument pas. Et donc, c'est pour ça que refaire le procès avec Nexus, c'est quelque chose qui me séduit pleinement. C'est pour ça que je suis ici. Je suis ici longtemps après, sachant qu'ils ont effacé beaucoup de mes dossiers sur Internet. Donc on va faire revivre ce dossier, on va faire revivre des situations qui interpellent fortement chaque personne qui donc se retrouve derrière l'écran. Et puis j'invite surtout, parce que ça c'est la chose la plus importante, on se demande devant des horreurs pareilles, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, plutôt que de dire c'est une horreur, nous avons un rôle, nous avons quelque chose qu'on peut faire qui est donc vital pour nous, pour nos enfants, pour notre aide tout court, c'est de partager. Je ne comprends pas, moi, qu'il y ait un gars qui va danser, et il y aura des 10 millions de vues, des je ne sais pas combien de vues, et puis des émissions comme ça qui touchent tout le monde. On parle du vivant, on parle du respect, de l'humanité. Et quand je pense à ces personnes comme s'appelle René Cassin, qui a dit, pour moi, une des phrases les plus fortes qui a valu à la France ce titre de pays des droits de l'homme, toute injustice non combattue, ne vous étonnez pas un jour qu'elle frappe à votre porte. C'est-à-dire que le fait de voir une injustice passer sans même, avec toute l'indifférence
qui est celle, malheureusement, que nos médias, avec tout l'art qu'ils ont de laver nos cerveaux pour nous faire croire que finalement, c'est pas quelque chose qui nous... ça nous touche pas, c'est pas notre famille, c'est pas ceci, c'est pas ça. Nous marquer d'une indifférence, mais une indifférence qui nous revient comme un boomerang tôt ou tard. Aujourd'hui, si on voit des familles en train de mettre des petites puces dans les chaussures de leurs enfants avec tous les drames qui se passent, ça n'est pas pour rien. Donc j'espère vraiment qu'à la fin de cette émission, à la fin des 3 émissions qu'on fera, qu'il y aura donc un réveil citoyen au point de comprendre que nous avons une arme redoutable, c'est l'ordinateur. Je vois tout le monde avec le téléphone dans la rue. Utilisez cet outil avec une intelligence, utilisez-le comme une arme pour pouvoir accéder à une véritable liberté. Et la liberté, c'est celle de pouvoir penser, c'est celle de pouvoir se défendre. Justement, quand je vois ce maire qui se permet de manipuler un citoyen honnête, qui a envie tout simplement d'une politique qui soit à l'image de la France, qui ne soit pas raciste, qui ne soit pas injuste, qui soit respectueuse. Qu'est-ce qu'il fait? Il le roule dans la farine parce que les enjeux étaient extrêmement importants. Il fallait, et c'est pour ça, ils étaient tellement importants les enjeux, qu'il fallait donc noyer le poisson parce qu'il fallait supprimer l'hôpital où était morte ma maman. Et cet hôpital qui n'était tout simplement pas rattaché à ce qu'on appelle le service du CLIN. Le CLIN, c'est un comité de lutte contre les maladies nosocomiales. Et il fallait, parce que je rappelle que 3 patients étaient dans la même chambre, dans l'ancien hôpital, avec des toilettes qui étaient partagées avec un public commun. Ce qui est extrêmement grave, parce que imaginez qu'une personne ait une méningite. Comment ça se passe? Elle rentre dans l'hôpital, elle fout un bordel colossal. Si c'était le patient qui a une méningite, il va dans les toilettes, mais il contamine tout le monde. Donc, la situation était très grave, au point où, et j'ai l'article, parce que donc, il n'y aura pas de diffamation dans cette émission, parce que tout ce que je dis ici, tout est à chaque fois dans tous les dossiers. Une des personnes importantes de l'hôpital de Gonesse, quand le nouvel hôpital s'est créé, qu'est-ce qu'il dit? Il lâche un cri de soulagement. Il dit enfin un hôpital où les patients n'auront pas à partager les toilettes avec le public, ce qui est très grave. Le directeur des ressources de l'hôpital, il y aura peut-être une 4e émission si les familles. Les familles des victimes, je l'espère, mais aussi si elle reprend contact avec toi, cette maman à qui ils ont volé l'enfant. Voilà, c'est qu'elle vienne, qu'elle se manifeste. Je sais que tu la connais, que vous êtes en contact aussi avec sa fille. Si elle veut venir avec sa fille, ils seront les bienvenus et on fera une 4e émission dans ce sens concernant les vols d'enfants dans les maternités françaises. Parce qu'il faut que ça explose. Il faut que ça explose. Parce que de toute façon, on a une justice qui triche. Oui. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Ils ont le temps et l'argent. Mais c'est le temps des Français, l'argent des Français. Ils ne peuvent plus continuer à massacrer des millions de Français comme ils le font chaque année avec leur jugement arbitraire, avec leur faux en écriture. Ils n'ont plus aucune dignité. Il y a un grand nombre de magistrats qui rêvent d'une réforme de la justice parce qu'ils savent que c'est plus possible. Mais il y a un carteron de voyous et de criminels qui massacrent systématiquement. Pourquoi? Pour protéger le système de corruption au sein de nos institutions. Il n'y a pas d'autre motif. Oui, et puis... Alors, parce que la 2e exhumation, de toute façon, c'est quelque chose que tu vas nous résumer de manière assez courte. Bien sûr. Donc, le 20 juin 2007, il y a une nouvelle exhumation qui va avoir lieu. Parce que je crois que tu regardes avec tes documents, c'est le D80. Je me souviens. Bon. Oui, et donc, il y a encore une fois de nombreuses aberrations, et elles vont toutes être soutenues par le juge qui dira... donc la première aberration, c'est qu'il y a un doute quant à l'identité du corps. Non. Ça ne peut pas avoir lieu car l'étude de l'ADN demandée par la famille, mais le problème c'est que les résultats n'apparaissent pas dans les documents remis à l'expert. Je t'ai surligné quelque chose de remarquable tout à l'heure aussi, qu'elle est dans ce sens. Je ne sais plus... dans ton... Ouais. Le document qui aurait validé l'ADN dont le juge souligne son absence s'appelle l'encéphalogramme. Donc le juge souligne son absence. Bien sûr. Et je vais rappeler après à nos éditeurs, parce que vous allez demander
une mesure d'instruction complémentaire sur ce que le juge souligne l'absence, et c'est le même, c'est la même justice qui va empêcher ce qu'elle a souligné comme étant absent. Là, on peut que les applaudir. Hein. C'est vraiment, là, c'est des voyous, enfin des criminels. Donc, vous êtes déplacé à Pontoise puis à Versailles pour vérifier l'information du juge. Devant l'absence du document, vous en avez fait demande par écrit à la justice. Réponse du juge. Donc, je résume, tu me permets, parce que j'ai le texte sous les yeux. Qu'ainsi, les parties civiles n'expliquent pas l'intérêt de pouvoir consulter les électroencephalogrammes. Non, mais c'est fou du monde. Et n'indiquent pas l'usage qu'elles souhaitent en faire. Bien sûr, une partie de Monopoly, c'est bien connu. On récupère les encéphalogrammes pour ça. Une raclette, lors d'une raclette aussi. Bon. Pourquoi pas. Que les parties civiles ont, lors de l'exhumation, manifesté la volonté de disposer eux-mêmes de prélèvements pour les faire analyser. Bah oui, vu votre travail, et puis qu'en plus vous reconnaissez que c'est absent, on se demande, la première question, c'est qu'on se pose la question, pourquoi elle ne le fait pas? Elle a tous les moyens, elle a l'argent des Français pour le faire, Français qui la payent d'ailleurs. Elle finit par dire qu'enfin l'expertise génétique a établi l'identité du cadavre inhumé dans la tombe d'un gars, et exhumé le 20 juin 2007. C'est-à-dire qu'elle ose prétendre, puis là c'est un aveu, donc toutes les fois d'avant, on ne savait pas qui c'était. Et la deuxième exhumation, elle reconnaît qu'il y a une absence d'éléments concrets pour identifier le corps. Mais elle dit, non, mais à la deuxième exhumation, l'expertise génétique permet d'identifier le cadavre. Enfin, c'est quand même, on a affaire à une spécialiste du crime, cette juge, mais elle devrait être en prison. Et pour longtemps. Or, elle exerce toujours. Et c'est ironique, en ayant plongé dans ton dossier, quand j'ai vu le nom de cette criminelle, de ce déchet, il s'avère que j'ai eu affaire à elle, il y a de ça quelques mois, où pareil, l'avocate adverse lui présentait une inscription de faux, elle l'a validée, nous demandions des éléments concrets en termes de droits à respecter, elle les a pas consultés, et elle m'a condamné à une amende civile. Pareil, en fin de compte, c'est une criminelle robe noire qui aujourd'hui, par son influence, voilà, c'est une organisation criminelle, par son influence au sein des tribunaux, puisqu'elle exerce manifestement depuis un certain nombre d'années, cette personne est une pourriture. J'ai pas d'autre terme parce que là, elle vous informe dans une première réponse que la pièce qui permettrait d'identifier le cadavre est absente du dossier, et dans une deuxième réponse, l'identité du cadavre seul nommé est dans la tombe. Non mais franchement, qu'est-ce qu'elle fait dans un tribunal? Alors ce qu'elle fait, et c'est pour ça, tout dépend. Ce que tu racontes, c'est le verre à moitié vide. Elle va vous condamner à 15 000 € d'amende au civil. Et quand tu dis le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est que finalement, tout dépend de quel côté on regarde son action. Mais son action, elle est bénéfique pour cette organisation criminelle. Donc du coup, c'est normal qu'elle est reconduite dans son activité, puisqu'elle sert vraiment les intérêts de cette partie. Par contre, elle nous dessert, et c'est pour ça que nous on est là, pour dire que... Elle dessert le droit. Elle dessert le droit. Et la justice, c'est la vérité. Mais la justice, pour moi, la justice, elle n'existe pas. Du moment où même, quand on a affaire, par exemple, elle n'existe plus. Parce que même, du moment où il y a certains qui ont accès à la justice librement, et je pense, en plus, avec l'argent public, notamment ce fameux maire qui nous attaque pour diffamation et qui est capable de dire ouvertement qu'il y a faute, mais malgré la faute, c'est quand même nous qui sommes condamnés. Il se sert quand même de l'argent de la commune pour pouvoir payer toutes les procédures judiciaires. C'est pas avec l'argent qu'il gagne son argent personnel, c'est avec l'argent de la commune. Par contre, nous, la famille, on se défend avec chaque petite denier, chaque petit argent qu'on a dans nos poches, qu'on gagne difficilement. Mais c'est le sort de tous les citoyens français. Donc je me dis, où elle est la justice? La justice, elle devrait être accessible à tous sans condition. C'est-à-dire que d'un côté, on crée une caisse commune pour faire en sorte que cette mafia existe. Et donc, on peut comprendre que Trump, et je dis bravo Trump, il donne des leçons vraiment fortes à la France, aux politiques français. Et vous devriez prendre exemple, au lieu de vous étonner vraiment de cette capacité à faire les choses et à réagir dans l'intérêt du Trump, public. C'est d'abord American First. Il fait pour les Américains. Nous, en France, malheureusement, regarde nos politiques. Depuis que cette émission existe, et je les connais pour la plupart d'entre eux, pas un seul m'a dit « je vais prendre ces affaires ».
ils m'ont tous dit, pour ceux que j'ai eu à rencontrer durant ces derniers mois, leur indignation. Mais pas un a décidé de se vendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous tenus par un fil à la patte et ils savent que ça pourrait se retourner contre eux et qu'on ressortirait des affaires les concernant. Mais s'il te plaît, dans la continuité de cette affaire, parce qu'il faudrait conclure là-dessus. Bien sûr. Donc, elle va vous condamner à 15 000 € au civil. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a quand même fait... Enfin, c'est ahurissant. C'est Maître Collard, dont j'ai lu vraiment... la demande d'instruction complémentaire qui est remarquable. Hein. Il a dit vraiment... Hein. Et cette criminelle, cette souillure au sein de nos institutions, cette pourriture qui prend encore aujourd'hui des décisions contre les Français honnêtes et qui se met au service du crime, comme tu l'as bien expliqué, quand il va faire sa demande, elle va faire une ordonnance de refus qu'elle va elle-même signer, de mesures d'instruction complémentaire. Elle va prétexter qu'un avocat, quand même, qui a du métier, qui sait comment faire, lui a envoyé les demandes en recommandé à sa personne plutôt qu'à la greffière. Bon, et alors qu'on sait qu'en réalité, tout ça aurait permis justement à ce qu'il oblige, elle, c'est-à-dire à rechercher la vérité. Bien sûr, mais c'est des codes. C'est impressionnant. Moi, je l'ai là. Hein. Elle écrit noir sur blanc. Les deux demandes de Maître Collard n'ont pas été présentées dans les formes prévues par le Code de procédure pénale, qu'en effet Maître Collard conseille des parties civiles. Alors je pense qu'il a dû l'envoyer par RPVA, mais bon, elle n'en fait pas état. A formé ses demandes par 2 lettres recommandées avec accusé de réception adressées au cabinet de mademoiselle. Voilà, je ne vais pas citer cette ordure parce que cette criminelle en robe noire, et non greffier. Donc le cabinet... non greffier. Donc en plus, il l'adresse au cabinet. Donc forcément, c'est réceptionné par un greffier. C'est toujours le greffier qui... Que les demandes présentées par un sont ainsi irrecevables. Donc cette pourriture extrême que nous avons encore aujourd'hui, qui est avec ses copines, hein, qui sont dans nos tribunaux, qui jouent complètement contre les Français pour couvrir des crimes odieux, sont en train de nous expliquer quand même que la vérité, c'est pas elle. C'est rien, la vérité. Ah oui. Ça sert à quoi, la vérité? On ne juge pas avec des vérités. D'ailleurs, je vous envoie... Je mettrai l'article en lien parce qu'il est assez remarquable d'une avocate qui s'appelle Maître Louise Bargiban, sur lequel je suis tombé sur un article qui est très intéressant, qui s'appelle « La justice, une affaire de preuves plus que de vérité ». Et nous avons ici que des vérités. Elle cite justement, dans le Code des procédures en France, la charge de la preuve. Elle cite l'article 9 du Code de procédure civile, qui incombe à chaque partie, mais surtout, ce qui est très important, l'échange des preuves, le principe du contradictoire, tout ça va être violé dans ton affaire. Qu'il y a une décision de la Cour européenne des droits de l'homme, 18 mars 1997, chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce, observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision. Et c'est là le juge. C'est le juge là qui empêche. Ah oui, c'est hallucinant. Et c'est pour ça d'ailleurs, tu vois, quand tu me demandais... Mais écoutez-nous, chers auditeurs. Écoutez-nous. Écoutez cet homme, cette famille. Et quand tu me demandais de raconter, de faire court pour la deuxième exhumation, je ferai très court. Je montrerai juste une photo. Parce que dans la première exhumation, donc il y a un rapport d'autopsie qui est là. Et il y a une découpe au niveau de la boîte crânienne, qui est une découpe circulaire. Et donc, ils enlèvent ce qu'on appelle la voûte. On appelle ça la voûte crânienne. Ça fait comme un bol. Si vous voulez, ça fait ça. Je vais vous montrer une photo pour comprendre. Voilà. Ça fait ça. Ici, voilà. Là, ici, vous avez ce qu'on appelle une voûte crânienne. C'était censé d'ailleurs être mon frère, qui est décédé d'une balle en pleine tête. Et finalement, on découvre que la tête de mon frère n'a aucun impact de balle. Donc, ça n'est pas lui qui est dans le cercueil. L'autre, ce qu'on découvre également, c'est la soi-disant tête de ma maman qui est ici. Et là, on peut voir la chose suivante. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le voir correctement. Mais ici, vous voyez le trait là qu'on voit ici, là. Alors, je demanderais à ce que la photo soit grossie et qu'il y ait une sorte de marqueur juste à cet endroit-là, parce que cette découpe, elle n'existe pas dans une pratique normale d'un médecin légiste. C'est ce qu'on appelle le masque de Venise. C'est une découpe qui est faite dans ce sens-là
Et ça n'est absolument pas la description qui se retrouve dans le rapport du médecin légiste. Et donc, on se retrouve avec une tête encore différente. Et c'est pour ça, même quand on voit dans un des articles qui est ici, je ne sais pas où il est, celui-là. Tu recherches quoi là? C'est un petit dossier. C'est un petit dossier où on voit différents corps. Alors je ne sais pas où il est, mais c'est pas grave. Non, là, ça, c'est celui-là. Voilà, mais ça, je voulais le présenter en conclusion. Parce mais que, vas-y, fais-le. Parce que c'est là où on voit. Non, c'est pas. Vas-y, fais-le. Non, parce que ce qu'on voit, c'est surtout. Ça, c'est les enfants, là. Oui, mais moi, ce que je voulais voir, c'était. Ne me perds pas la page. C'était à un moment donné. Voilà. Ici, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit que. Montre tranquillement ici, à la caméra. Voilà. Que le corps de la femme tranquille a désormais une balle en pleine tête. Parce que on a découvert un crâne avec une balle en pleine tête. Et croyez-moi que. Le journaliste qui écrit ça, il enquête avant d'écrire des choses ahurissantes. C'est d'ailleurs c'est pas tout à fait. Ça n'est pas écrit dans le vide, c'est écrit avec des éléments factuels. De même que nous, ce que nous avons fait, c'est parce qu'on a toujours été factuel. On a toujours non seulement apporté, accompagné nos paroles de preuve. C'est la raison pour laquelle Maria Poumier, quand elle a écrit son livre, sans se mouiller de quoi que ce soit, elle a pu donc prendre référence de notre dossier pour parler de trafic d'organes ici en France. Donc ce trafic en France, il est incontestable grâce au travail minutieux que nous avons fait depuis ces nombreuses années. Je rappelle que ça fait depuis 2001 que nous nous battons dans ce dossier et que le combat est indiscutable. Pour conclure, je te laisserai le faire, cette conclusion. Vas-y. J'en ferai une autre parce que sur le plan de votre démarche judiciaire, parce qu'aujourd'hui en France, c'est pour ça que Coropénera l'homme, on verra. Mais j'aurais aimé vraiment, parce qu'il s'agit de la deuxième exhumation, où là, on voit de manière détaillée quand même un thorax d'enfant, corps d'enfant, que les scellés ne correspondent pas entre 2003 et la deuxième exhumation de 2007. On est en plein cauchemar. Et moi, c'est pratiquement ce que m'ont dit toutes les personnes, de manière unanime. Elles m'ont rapporté le fait qu'elles se posaient la question de savoir qui avait aujourd'hui. Tout à fait. Dans les tombeaux familiaux, dans les cercueils, parce qu'il y a un trafic organisé aussi d'enfants dans les cercueils des défunts français. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on ne va pas exhumer un corps tous les jours. Bon, c'est lié à une démarche judiciaire pour connaître la vérité. Mais là, j'hallucine, quoi. Alors, je te laisse justement, toi, présenter ces photos et montrer la différence des scellés de 2003 et de 2007. Parce qu'après, on va très vite conclure. Il y aura une troisième émission de toute façon. Vas-y, montre. Dans ces photos, ce qui étonne fortement, c'est déjà cette photo qui est là. C'est celle-ci. Principalement celle-là. Et elle étonne pourquoi? Parce que il y a donc un médecin légiste qui s'appelle Yolande Laborde dans une émission que nous avons fait avec France Culture et qui dit tout simplement que cette photo, c'est un enfant. Et dans les roches que je parlais, donc faites avec l'émission de Julien Courbet, il y a un autre médecin légiste, ils ne se sont pas concertés, se connaissent pas, il dit exactement la même chose, c'est un enfant. Et concernant la question, parce qu'elle a été posée, quand je parle d'un amas de chair sanguignolant après 2 ans et demi passés sous terre, ce qui est impossible, il y en a un qui dit, mais comment vous avez fait pour voir, comme il n'y avait pas d'os, cette cage thoracique? Parce qu'elle était placée au-dessus de cet amas de chair, et il y a dans le rapport du greffier, manuscrit, cette précision de cette petite cage thoracique qui se trouvait sur l'ensemble de cet amas de chair. Donc, encore une fois, donc, les questions se posent. Je comprends également l'étonnement de certains sur les propos que je tiens, mais sachez une chose, c'est que ces propos, si je les tiens, c'est que nous avons tous les éléments factuels et que la personne du nom de Maria Poumier ne se serait pas permis d'écrire ce livre et de nous mettre en avant au niveau de la France pour attester qu'en France, le trafic d'organes existe. Aujourd'hui, de toute façon, la question ne se pose plus parce qu'elle se posait en 2001 quand nous avions donc lancé donc, ces procédures judiciaires et qu'on a commencé à découvrir le vrai motif pour lequel notre maman était donc décédée et qu'on était étonné du fait que, tout comme Dominique Courtois, que tous les examens montraient que tout allait bien et que c'est seulement une fois qu'elle meurt que là, on lui découvre toutes les maladies. D'un, parce que ce n'était pas son corps, mais que le corps qui allait servir à ce trafic d'organes, il était sain. Tout comme l'explique
dans cette émission de France Culture, Yolande Bertrand Laborde, médecin légiste. Consultez. Mais je voudrais que tu montres la photo, on voit la cage thoracique de l'enfant. Et la cage thoracique de l'enfant, on la voit très bien en bas. Elle est là, ici, là, on la voit ici. Et tu as tous les experts de manière unanime. Elle est là. Alors, nous sommes permis, enfin, moi, pour Nexus, je me suis permis quand même de montrer ces photographies à des gens qui sont dans le monde médical. Tout de suite, de manière automatique, ils ont cru que c'était un enfant dans le cercueil. Bah oui. Or, on parle du cercueil de ta maman, Eliane Kabyl. Parce qu'il y a plusieurs photos, en réalité. C'est ça qui est fou. C'est qu'en réalité, c'est pour ça qu'ils ont fait l'autopsie un jour avant. Parce qu'il y avait donc, je ne sais pas combien de cercueils sont arrivés au nom de ma maman, mais il fallait faire un nettoyage de tout, il fallait faire une sorte de puzzle, de composition, mais c'est grave ce qu'ils ont fait. Pour conclure, on est au-delà du grave, on est dans le crime organisé. Les Français découvrent, et tu sais, tout à l'heure tu parlais de cette émission, je vous dis pas par politesse et courtoisie, mais à nouveau, j'ai plein d'emmerdes, voilà, depuis que j'ai décidé de faire cette émission. Après, c'est 4 émissions, la tienne, c'est hallucinant, quoi. Je veux dire, bon, bref, ma foi, ça dérange des gens au plus haut niveau. Je suis en bonne santé, j'ai pas envie de me suicider. Et tu es en bonne santé, tu n'as pas envie de te suicider. Ah, voilà. C'est clair. Je voudrais conclure rapidement, puisque après vous allez saisir la Cour de cassation avec des éléments extrêmement factuels sur le fait que déjà cette décision de 15 000 € d'amende au civil, enfin on est en plein délire, mais on sait aujourd'hui que c'est une juge criminelle très très impliquée, manifestement dans les réseaux criminels. Peut-être pour ça qu'elle est en place et qu'elle est montée en grade. Bon. Mais tout se saura en temps et en heure, et je pense, et je l'espère, qu'elle finira en prison, cette criminelle en robe noire. Pas pour seulement... pour tous ceux qu'elle a trahis, tous les Français qu'elle a fait condamner, connus comme pas connus. Donc, il n'y a rien dans le dossier, cette juge fait rien, fait pas de son travail, c'est une immense fainéante en plus. Mais pour le coup, je peux le confirmer, puisqu'elle a fait la même chose dans une affaire moindre me concernant. Et là, quand j'ai lu la réponse de la Cour de cassation, enfin, ça fait peur. Aujourd'hui, en France, je dirais, au niveau de la cassation et même du Conseil d'État, ils ne sont plus obligés de dire pourquoi ils n'admettent pas la recevabilité d'une demande. Et donc là, ils vont prendre une décision de non-admission de votre dossier. Donc de fait, ils reconnaissent être embarrassés, mais en termes simples, ils vont quand même donner raison à cette juge qui vous a condamné à 15 000 € au civil. Donc la Cour de cassation se fait complice de cette criminelle. Donc ils sont eux-mêmes des criminels, donc eux-mêmes ont conscience d'un réseau impliquant peut-être certains d'entre eux via le trafic d'organes, via le trafic d'enfants, via le trafic aussi de cadavres, parce qu'il existe. Et là, personne ne cherche, alors que c'est soi-disant la justice, à découvrir la vérité. Le concours de la justice, il se désolidarise effectivement de ce drame. Bon. La Cour européenne sera votre dernière issue à la suite de toutes ces démarches auprès de nos, entre guillemets, tribunaux, si on peut encore les appeler ainsi. Donc en termes de conclusion, pour faire très court, puisque nous aurons une 3e émission, dans l'espoir que des familles des victimes des attentats de Nice, tout le dossier là, alors je peux vous dire que je l'ai étudié en long, en large et en travers. J'invite aux journalistes police-justice, éventuellement je suis prêt à leur donner une copie. Voilà. Éventuellement je suis même prêt à ce qu'on travaille ensemble, parce que là, il y a de quoi faire. Ils n'hésitent même plus à voler les organes des victimes d'attentats. Non, mais à se poser la question s'ils ont conscience que c'est un attentat à leur insu. Parce que pour agir comme ça, moi je me pose la question de savoir si... D'ailleurs,
Stéphanie Gibault dira quelque chose de très juste. J'invite les gens à regarder la première émission que j'avais faite avec elle. En conclusion, elle a dit que la seule fois où elle n'avait pas eu de réponse à ses courriers, c'est lorsqu'elle a demandé à ce que ce soit créé par rapport à l'argent collecté suite aux fraudes fiscales, une partie pour aider Madame Ziaten, maman d'un militaire qui a été lâchement assassiné à Toulouse, octroyer des fonds pour la lutte contre le terrorisme. Ni Hollande ni Macron ne lui ont répondu, donc de fait refuse à ce que de l'argent soit octroyé dans la lutte antiterroriste. À croire que ces personnes sont les braves, entre guillemets. Je vais retirer le mot brave. Parce que c'est un mot qui leur va pas du tout. Ce sont les lâches qui probablement sont au fait des attentats qui vont toucher les Français, puisque après ils viennent alimenter un trafic d'organes à l'insu des familles des victimes. Écoutez bien ce que je vous dis, à l'insu des familles des victimes. Donc j'espère qu'on pourra à la 3e émission avoir 1, 2, 3. En tout cas, vous êtes la bienvenue. On remet le mail de Thierry, vous pouvez le contacter. On vous recevra comme il se faut à Nexus, parce que vos histoires nous intéressent. On vous a trahi, l'État français vous a trahi, la justice, la police, le corps médical aussi judiciaire. Nous respectons, voilà, on ne fait pas de récupération, parce que c'est comme dans l'affaire Kabyle, des trafics aussi liés sur le plan administratif aux actes de décès. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vraiment, vraiment, vous serez chez vous. Pareil pour ces mamans dont les enfants ont été volés. Ça pourrait être l'objet d'une 4e émission. Donc, moi, je te dis juste en conclusion que merci, quoi. Merci Thierry, quoi. Je veux dire, tu as un courage incroyable à faire face, à ressortir tous les dossiers, à te replonger là-dedans pour donner aux éditeurs à connaître ce drame que vous avez vécu et probablement vu comme il procède d'autres familles. Ta conclusion? Ma conclusion, elle est simple. De toute façon, c'est toujours... Moi, je serai toujours sensible vraiment à la vraie raison, comme René Cassin. Ce qui fait que ces injustices perdurent, c'est tout simplement que pour y mettre un terme, il faut s'indigner. Il faut s'indigner devant ces injustices. Et on se demande toujours, on a l'impression d'être démuni, de dire mais qu'est-ce que je peux faire? C'est tellement dramatique, c'est tellement grave, c'est tellement perturbant, qu'est-ce que je peux faire? Le geste, il est tout simple, il faut partager, informer. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Si je suis là aujourd'hui avec toutes ces années de combat, c'est bien parce que déjà je ne me suis pas isolé. Parce que si j'avais été isolé, il y a longtemps je ne serais peut-être plus de ce monde en réalité. Parce que en étant isolé, on devient une proie facile pour ces gens-là. Mais quand on commence à exposer son dossier, quand on commence à faire parler, on dit mais s'il n'est plus de ce monde, c'est bien parce qu'il a parlé de telle ou telle chose. Donc j'invite le maximum de gens à partager. Partager, c'est aussi une façon de sensibiliser, on va dire se prémunir de ces horreurs. Faire en sorte que si un jour on était face à ça, parce que croyez-moi que si on revenait en arrière, il y a plein de choses qu'on ferait complètement différemment. Et peut-être qu'on aurait été bien plus vite dans ce dossier pour déceler ce crime, notamment avec Dominique Courtois, quand il s'approche d'une partie, parce qu'il voit bien qu'il y a un problème entre les résultats médicaux de ma maman, qui sont parfaits, et les résultats obtenus après son décès, c'est-à-dire par l'autopsie. Il ne comprend pas ce décalage. Mais ce décalage, il ne s'explique que par du simple fait que ça n'est pas son corps. Mais on n'avait pas cet élément que 2 corps le 19 se déplacent pour une autopsie le 16. Or, tout ça, aujourd'hui, c'est dans les mains de la justice qui, pour des raisons d'intérêt évident, a tout intérêt à servir cette mafia. Et aujourd'hui, si le monde aujourd'hui est en train de se diviser, c'est parce que il y a des pays entiers qui n'adhèrent plus ils ne veulent plus être complices de ça. Et ils ont tout à fait raison, c'est tout à leur honneur. Parce que, encore une fois, il faut être religieux. Je revois encore Trump avec tout son staff en train de prier. Et je vois donc ces commentateurs en train de rigoler parce qu'ils prient.
Mais je préfère avoir des gens qui croient en Dieu, qui ont peur de Dieu, qui ont peur de sa justice et qui, justement, prient pour avoir sa bénédiction dans tout ce que nous faisons. Alors, gloire à eux et ce sera ma conclusion. En tout cas, écoute, je te remercie infiniment. Nexus te remercie infiniment. Le glaive de la justice n'a pas de fourreau, c'est bien connu. Je vous invite à vous procurer, à acheter ce livre, à faire connaître l'histoire de Thierry Kabil, j'ai envie de dire l'affaire Kabil. Comme il est précisé, il y a eu l'affaire Dreyfus, il y a eu l'affaire Benalla. On ne comprendrait pas pourquoi il n'y aurait pas l'affaire Kabil, qui est bien plus grave que les deux que je vous ai cités précédemment. Donc, faisons naître et connaître l'affaire Kabil. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Merci Thierry, merci à ta famille. En plus, pour toute la confiance que tu nous donnes, en nous donnant autant d'éléments factuels et irréfutables. Manifestement, la justice est aveugle, mais pas aveugle dans le sens où elle s'est tranchée, aveugle dans le sens où aujourd'hui elle est service de la corruption. Mais je te donne juste cet élément. Sache que je fais connaître à un maximum de gens ton affaire, dont des magistrats qui sont écœurés de voir cette pédomagistrature, des pédofliques, des truands au sein de nos institutions, qui, je l'espère, vont se constituer pour réformer la justice et mettre en prison. Mais vraiment, ces ordures, ces criminels qui massacrent chaque année des millions de Français parce que la coupe est pleine. En tout cas, moi, je garde confiance et espoir, et je pense que ta présence est une note d'espoir pour nous tous. En tout cas, tu es un exemple pour nous tous. Vivement la 3e émission. Encore une fois, n'hésitez pas à vous procurer via le mail de Thierry, parce que le livre est censuré, il faut dire ce qui est. Ce remarquable ouvrage, magistral livre de maître Dominique Kounkou, tout y est. Merci à vous, à bientôt. Et encore merci à Nexus d'avoir permis le déroulé de toutes ces émissions. À bientôt.